Bonjour, merci de nous rejoindre en direct du Sénat. Dans une dizaine de minutes, à 15 h très précisément, eh bien, vous pourrez suivre en direct sur notre antenne les questions d'actualité au gouvernement. Parmi les thèmes qui vont être abordés par les sénateurs cet après-midi, eh bien, il y aura le projet de loi croissance, le texte d'Emmanuel Macron, dont l'examen a démarré en commission cette semaine au Sénat, avec notamment l'audition du ministre hier en fin d'après-midi. Les autres questions des sénateurs eh bien, porteront sur les manifestations autour du barrage de Sivens, alors que très manifestement, eh bien, il y a des tensions de plus en plus fortes entre les zadistes et les agriculteurs du coin. Et c'est Bernard Cazeneuve qu'on écoutera attentivement qui répondra à cette question tout à l'heure. Il y aura une question sur le risque d'abstention lors des élections départementales et régionales. Et puis des questions également sur la radicalisation dans les prisons. C'est la garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui sera présente et qui y répondra. Ainsi qu'une question sur le bonus de bienvenue pour le directeur général de Sanofi. Et puis une question également sur la situation d'Areva. On en parle maintenant avec nos deux premiers invités de cet après-midi. Le sénateur UMP Ladislas Poniatowski, bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous étiez le rapporteur du projet de loi sur la transition énergétique porté par Ségolène Royal et qui a été adopté par le Sénat mardi. Et puis avec vous sur ce plateau, André Catelin, bonjour. Bonjour. Sénateur du groupe des Verts ici au Sénat. On va commencer sur les pertes colossales annoncées cette semaine par Areva, près de 5 milliards d'euros de pertes. Ce qui m'a frappé, c'est lors des débats ici sur le projet de loi justement transition énergétique, jamais quand vous avez parlé du nucléaire en séance, on a abordé ces problèmes financiers, que ce soit d'Areva ou d'EDF. André Catelin. C'est totalement faux parce que mon collègue Ronan Dantec a soulevé plusieurs fois le problème d'Areva et qu'on allait dans le mur. Et je dois dire que près de 5 milliards de pertes sur un chiffre d'affaires l'an passé de 8,3 milliards, alors qu'Areva faisait il y a quelques années 14-15 milliards de chiffre d'affaires aux alentours de 2006-2007, c'est colossal. C'est pratiquement les 2/3 du chiffre d'affaires qui est en perte. Alors il y a des provisions importantes qui sont faites sur un certain nombre de projets ou de projets qui risquent d'échouer, mais je dis que c'est une situation plus qu'inquiétante. Oui, enfin quand même, Ladislas Poniatowski, c'est vrai que ces difficultés financières, que ce soit celles d'EDF aussi sur la filière nucléaire et d'Areva, n'ont quasiment pas été ni évoquées ni débattues. Alors que vous avez quand même longuement débattu du nucléaire et de son avenir en France. Disons qu'il n'y avait aucune mesure dans le texte de loi sur la transition énergétique qui permettait d'aborder et le sujet Areva et le sujet EDF. Il y a quand même beaucoup de mesures du texte qui vont toucher quand même durablement la filière nucléaire. Les réseaux électriques, la production électrique, ça, nous en avons débattu pendant 15 jours. Alors comment vous voyez les choses, vous qui êtes un spécialiste de l'énergie? Est-ce qu'on fusionne avec EDF? Ça semble être la fusion, je ne pense pas. Il faut... Vous savez, ce chiffre catastrophique en termes de pertes a quand même des explications. Les responsabilités, elles sont chez Areva d'abord. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé avec l'EPR finlandais, qui est un véritable gouffre financier. L'EPR de Flamanville aussi en France, qui a du mal à voir le jour. Non, mais oui, mais c'est EDF, tandis que le finlandais, c'est Areva. Et non seulement c'est un gouffre financier, mais ce qui est catastrophique en termes d'image, c'est le retard qui est pris dans la livraison de cette centrale nucléaire. Quand on veut être un grand acteur de la construction de centrales nucléaires et qu'on n'est pas capable de sortir, de tenir des prix et de sortir dans des délais une centrale, je peux vous dire que ça n'est pas terrible en termes d'image de marque. Et puis, il y a une autre explication, un autre échec qui est aussi dû à Areva elle-même, c'est tout ce qui s'est passé avec l'achat à la société canadienne Uramine de ces soi-disant stocks d'uranium en Afrique dont on n'a pas commencé à voir le premier gramme. Et là aussi, Areva doit provisionner près de 2 milliards pour ce second échec. Alors il y a une troisième raison, là c'est pas leur faute, c'est je dirais la catastrophe de Fukushima. C'est une raison conjoncturelle, ça a été une espèce de stop mondial pour tout le nucléaire civil et bien sûr Areva l'a pris en pleine figure.
C'est évident. Est-ce que les deux premières choses que vous avez évoquées sont à mettre finalement au passif d'Anne Lauvergeon, l'ancienne patronne d'Areva? Oui, en grande partie. Il faut bien dire aussi, je pense qu'il y a aussi une responsabilité de l'État du contrôle d'une société dont elle détient 87% du capital. Le rachat du Ramin s'est produit entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2007. Donc vous dites que l'État n'a finalement pas été assez vigilant. Hier, dans une audition qu'on avait à la Commission des Finances, les responsables de l'État nous ont dit qu'ils n'avaient commandité aucune étude de contre-étude sur le rachat du Ramin, qui s'était basé sur les études qu'avait fait réaliser Areva. Donc il y a une absence de pilotage et de contrôle de la filière énergétique et de la filière nucléaire par l'État. On a 3 opérateurs. Alors moi aussi, je suis très interrogatif sur la fusion EDF-Areva. Mais visiblement, le gouvernement semble privilégier quand même un rapprochement Areva, avec EDF. CEA, moi je dis c'est un peu les pieds nickelés du nucléaire. C'est-à-dire que quand tout va bien, tout le monde se tape sur le ventre. Mais alors quand il n'y a plus d'argent, ça a été une guerre quand même entre EDF et Areva ces dernières années. Et des conflits de compétences dans les corps de métier. Première chose, ça n'est pas à l'État d'abonder et d'apporter les 3, 4 ou 5 milliards dont a besoin Areva. Ce serait scandaleux. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un manque de vigilance de l'État? Oui, bien sûr. Ça fait quand même 3-4 années parce qu'il y a eu de la mauvaise gestion, des erreurs de choix stratégiques, que ce soit ce que ce devrait être demain le contribuable français qui comble ce trou. Ce serait scandaleux. Par contre, dans les solutions d'avenir, donc qu'est-ce que vous voyez comme solution quand même? Eh bien, probablement un rapprochement, mais pas de la totalité. Un rapprochement, bien sûr, est inévitable avec EDF. Moi, je pense qu'il faut que Areva reste dans ses métiers traditionnels, qui sont notamment les 3 métiers du combustible, d'une part, d'autre part du traitement des déchets, la Hague, puisque ça appartient à Areva, ou bien le métier de démembrement des centrales nucléaires. Par contre, l'autre métier qui est d'être constructeur et vendeur de centrales électriques, c'est ça qu'il faut rapprocher d'EDF. Arrêtons d'avoir nos 2 champions qui partent sur le terrain, non pas en compétition, mais en concurrent. Regardez ce qui s'est passé, souvenez-vous, avec Abu Dhabi. Mais c'est ça qu'il faut rapprocher. Oui. C'est tout le volet construction des centrales nucléaires. Là, je pense qu'il faut qu'il y ait même une absorption et que ce soit totalement transféré à EDF. C'est ce rapprochement et par là. Souvenez-vous ce qui s'est passé pour Abu Dhabi. Ils étaient tous les deux en concurrence et ils ont tous les deux perdu. Abu Dhabi a choisi pour construire ces 2 centrales nucléaires, ce qui est catastrophique d'ailleurs, un constructeur coréen qui n'a même pas la compétence en matière de sûreté nucléaire. Mais nous, on a perdu. Et donc, arrêtons de voir la France perdre parce que nos champions sont concurrents. C'est le gouvernement précédent qui aurait dû arrêter les hostilités entre EDF et Areva. On en avait beaucoup parlé à ce moment-là. Stop à la guerre fratricide. Oui, mais rien n'avait été fait. Rien n'avait été fait sous le gouvernement de François Fillon. Les 2 acteurs. Est-ce qu'il y a quand même un avenir pour la filière nucléaire française? Il y a un avenir, notamment dans l'industrie du démantèlement. C'est un verre qui nous dit ça. Une grande agence d'études considère qu'il y a un marché de 220 milliards d'euros dans le démantèlement et rien que 32 milliards en France. Et Areva est bien placé dans ce domaine-là. Parce qu'il va falloir fermer des réacteurs en France. Moi, j'ai peur, oui, bien sûr. Et pas seulement en France, mais dans le monde entier. La question se pose. Il y a une compétence d'Areva en la matière. On se rend compte que c'est un réel business, mais on l'a toujours sous-estimé. Les énergéticiens français ont sous-évalué le coût des démantèlements dans leur compte d'un rapport de 1 à 7 par rapport à ce que faisaient les énergéticiens nucléaires américains, mais aussi de rénovation des centrales existantes. Alors, on n'a pas voulu voir ce gisement. Je pense que ça serait dangereux aujourd'hui qu'Areva abandonne cela et aussi l'investissement dans les énergies renouvelables. Il n'a pas été très bon, mais quand on regarde la stratégie d'une société comme Total en la matière, on se rend compte que des énergéticiens classiques peuvent être des très bons opérateurs des énergies renouvelables. Pour nos centrales à nous françaises, je ne demande pas le démantèlement. Je demande une première étape avant, qui est la prolongation de durée de vie de nos 58 réacteurs. Tant que l'autorité de sûreté nucléaire dit, à la condition de faire un certain nombre de travaux, on peut prolonger de 10 ans, et pourquoi pas encore de 10 ans, nos réacteurs actuels, c'est la priorité. Le démantèlement, c'est autre chose, ça vient après. Non, mais on a déjà des centrales en démantèlement aujourd'hui, et on les gère assez mal. Pour le moment, les retards pris sur Brennelis et d'autres centrales est quand même colossal. C'est un peu Brennelis est démantelé. Ouais. Est-ce que vous pensez, Ladislas Poniatowski, qu'on va fermer Fessenheim? C'était un engagement du président de la République. Écoutez, moi j'espère que non. Notamment vis-à-vis des Verts. J'espère que non, parce que j'ai bien lu la promesse électorale d'une part et la décision, paradoxalement, qui est arrivée à peine 15 jours après l'annonce de l'autorité de sûreté nucléaire que Fessenheim pouvait
sous la condition d'un certain nombre de travaux à réaliser, prolonger de 10 ans sa durée de vie. C'est pas très logique. Si on a créé cette autorité, si on a créé un mode de prolongation de durée de vie, respectons les règles du jeu. Il ne faut pas, pour des raisons purement politiques, les jeter à la poubelle. Il y a des raisons techniques. Je signale que les 2 réacteurs de Fessenheim sont actuellement à l'arrêt. Il y a eu des incidents qui ne sont pas des incidents majeurs, mais qui bloquent la production, que les coûts de remise aux normes de ces 2 centrales pour une durée de vie très courtes, prolongées, sont extrêmement élevées. Je crois qu'il faut aussi avoir un regard économique. Il faudrait qu'on soit en capacité de faire des audits. Et je dis, si les audits sont toujours faits par les mêmes personnes de la même filière nucléaire française, on arrivera au choix aberrant qu'on a connu jusqu'à présent. Parce qu'il y a toute la partie extraction d'Areva. On a parlé du Ramin. Mais Areva s'est lancé dans la volonté d'entrer dans l'exploitation minière tous azimuts, investi parfois 10 ans, 20 ans avant d'avoir les premières extractions. C'est le cas en Mongolie, c'est le cas de ce qui se passe dans le Saskatchewan à Silver Lake au Canada. Et on se rend compte aujourd'hui que les coûts d'infrastructure pour l'exploitation sont 2 fois supérieurs à ce qui avait été prévu. Je déjeunais à midi avec le ministre de l'Environnement et du Développement durable du Québec. Il me disait qu'ils étaient très inquiets sur l'avenir du partenariat, puisque la société qui exploite Silver Lake au Canada est à 37,5% détenue par Areva. Oui. Et eux se disent, ça coûte déjà très cher et en plus on perd notre partenaire. Bon, c'est pas gagné. Ladislas Mlodowski, pour finir, il va y avoir ce qu'on appelle la commission mixte paritaire entre les députés et les sénateurs autour du projet de loi de transition énergétique de Ségolène Royal. Est-ce que vous allez trouver, notamment sur le nucléaire, c'est là le point d'achoppement principal, une position commune entre députés et sénateurs? Je le souhaite. Je le souhaite. Moi, je joue le pari d'une CMP qui va réussir. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les 2 trouvent une solution. Chacun doit faire un effort l'un vers l'autre. Ce n'est pas l'un qui peut gagner contre l'autre. Et tout le monde sait que ce sont les 2 articles 1 et 55 qui traitent de ce volet nucléaire qui posent problème incontestablement. Moi, je souhaite que l'on trouve une solution. Bon, bah écoutez, on verra ça. Ce sera mardi prochain à l'Assemblée nationale. Vous rencontrez. Moi, je crois qu'il n'y aura pas de solution. D'accord. Vous le souhaitez, un échec, c'est pas pareil. Je souhaite un succès. Je pense qu'il y aura un échec. Merci à tous les 2 d'être venus sur notre plateau donc pour parler de la situation d'Areva et pour débattre du nucléaire. Donc, dans quelques instants, eh bien, vous allez pouvoir suivre en direct sur notre antenne les questions d'actualité au gouvernement. Les sénateurs sont en train de se diriger vers l'hémicycle. On a entendu la sonnerie de la séance retentir. Le gouvernement se met en place. Alors, je vous rappelle les principales questions thématiques qui vont être abordées par les sénateurs dans quelques instants. Eh bien, d'abord, le risque d'abstention lors des élections départementales de la fin du mois de mars et puis régionales, les élections régionales qui se tiendront au mois de décembre prochain, décembre 2015. C'est une question de l'UMP et c'est Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui répondra. Ben voilà, ça y est, la séance commence. Donc direction l'hémicycle. Je vous retrouve tout à l'heure ici à partir de 16h avec nos invités. À tout à l'heure. Chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur France 3 et sur Public Sénat. La parole est à Monsieur Michel Vaspart pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, mon cher collègue. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre ou s'adressait à Monsieur le Premier ministre. D'élection en élection, nous voyons bien que la montée quasi inexorable de l'abstention perturbe gravement notre système démocratique. Les causes sont multiples, tout comme les responsabilités d'ailleurs. Lorsque la mobilisation sincère et spontanée de tout un peuple en janvier répond à un désaveu du scrutin lors d'une élection partielle quelques jours après, nous ne pouvons qu'être inquiets. Les élections départementales risquent malheureusement de confirmer cette funeste dynamique. Difficile en effet de motiver les électeurs alors que tout semble fait pour les détourner de l'isoloir. C'est d'abord l'improvisation d'une réforme arbitraire, conçue dans la panique consécutive à la déroute des élections municipales, improvisée sur un coin de table à l'Élysée, en parfaite contradiction avec les déclarations des uns et des autres. Je veux parler de la loi du 7 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral dont Bruno Retailleau avait si justement cerné les motivations. Monsieur le ministre, c'est une réforme que vous faites à l'envers.
en ayant commencé par la carte plutôt que par les responsabilités et les compétences, et en oubliant pour le moment les financements. Les candidats font en ce moment leur campagne, alors que la loi sur les futures compétences des départements n'a pas terminé son parcours législatif, du jamais vu sous la Ve République. Votre réforme a conduit à un véritable charcutage électoral dont personne ne mesure les conséquences. Le nouveau mode de scrutin est ubuesque. 2 élus par territoire et l'on se retrouvera avec plus d'élus, alors que la vertu de la réforme aurait dû être exactement le contraire. Vous nous annonciez la disparition des départements pour 2020. Finalement, vous les maintenez et les renforcez. Où est la vision et qui peut comprendre? Et ce ne seront pas les élections régionales en décembre prochain, où en plus, les rigueurs de l'hiver se feront sentir dans beaucoup de départements qui inciteront les électeurs à aller voter. Enfin, pas un jour ne passe sans que des pronostics désastreux pour la majorité gouvernementale lors du prochain scrutin ne viennent obscurcir votre horizon. Monsieur le ministre, ma question sera donc simple. Sans faire un quelconque procès d'intention, souhaitez-vous vraiment donner envie à l'électeur de se déplacer aux urnes à la fin du mois de mars et au mois de décembre prochain? Merci, mon cher collègue. Pour vous répondre, Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le sénateur, merci pour votre question très équilibrée, absolument nuancée, dépourvue de tout esprit polémique et qui est de nature à donner envie aux Français d'aller voter. Je pense que pour créer les conditions d'une meilleure participation, il faut que 3 conditions soient réunies. D'abord que tous, dans un contexte de tension, d'affrontement, l'éloignement des Français de la chose politique et des scrutins, nous essayons, par des confrontations, par des débats de qualité élevés, de faire en sorte que les Français aient de nouveau envie de se rendre aux urnes. C'est une première condition. Elle engage tous les responsables politiques qui portent une parole publique. Cela dépend de chacune et chacun d'entre nous. Il y a une deuxième motivation pour les électeurs, c'est ce que nous faisons tous pour les inciter à aller voter. Le gouvernement a décidé d'engager une campagne très forte de mobilisation des électeurs. Cette campagne se déploie à la fois à travers l'outil qu'est le service d'information du gouvernement, les réseaux sociaux, le moyen d'Internet. Cette campagne « Oui, je vote » qui semble répondre à votre préoccupation peut être très avantageusement relayée par votre organisation politique et par vous-même pour inciter les Français à aller voter. Il y a une troisième condition pour que les Français aillent voter, c'est que les conditions d'inscription sur les listes électorales puissent être favorisées de telle sorte à ce qu'un maximum de Français votent et que ceux qui ne votent pas aujourd'hui parce qu'ils ont été amenés à déménager entre le moment où ils se sont inscrits et le moment du scrutin puissent le faire. Je vous invite donc à soutenir la proposition de loi qui est d'ailleurs transpartisane, proposée par M. Warsmann et Mme Elisabeth Pochon, qui sera en discussion aussi au Sénat, pour faire en sorte qu'on puisse permettre l'inscription jusqu'au 30 septembre prochain des électeurs afin qu'ils puissent voter en 2015 et qu'on puisse, à l'horizon 2017, s'inscrire jusqu'à la dernière minute. Enfin, pour ce qui concerne la réforme des collectivités territoriales, moi je comprends parfaitement toutes les interrogations que vous formulez. Elles ont été d'ailleurs très présentes dans le débat qui a eu lieu au Sénat sur la réforme territoriale. Mais comme vous le savez, monsieur le sénateur, la réforme territoriale, elle a très souvent et très longtemps été annoncée. Elle n'a jamais été faite. Nous l'avons faite. Nous continuerons à la faire dans l'intérêt du pays. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur François Fortassin pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Industrie et du Numérique et concerne tant la situation que l'avenir de la filière nucléaire française, filière d'excellence à laquelle les membres de mon groupe et la Haute Assemblée sont très attachés, comme l'ont rappelé nos récents débats sur le projet de loi relatif à la transition énergétique. Est-il nécessaire de rappeler que cette filière stratégique est un facteur essentiel de la souveraineté et de l'indépendance énergétique de notre pays, ou encore qu'elle compte 2500 entreprises et emploie 220 000 salariés? Monsieur le ministre, le Président de la République
a annoncé hier à Madrid, à l'issue d'un sommet consacré aux interconnexions énergétiques entre l'Espagne, le Portugal et la France, qu'il avait demandé aux dirigeants d'Areva et d'EDF de travailler à un rapprochement. Il les a appelés à coopérer pour définir avec l'État, qui est actionnaire des deux groupes à plus de 80%, une nouvelle stratégie industrielle pour que, je le cite, « donner un avenir à la filière nucléaire française et qu'aucun licenciement ne puisse être prononcé ». Nous partageons bien entendu pleinement le propos du chef de l'État. Monsieur le ministre, la situation est en effet très préoccupante. Areva vient d'annoncer une perte annuelle de près de 5 milliards d'euros. Déjà endetté de 5,8 milliards, le groupe table sur un cash flow négatif de 1,7 milliard en 2015 et en 2016. Il devra s'acquitter de près de 1,5 milliard de remboursement de sa dette financière. Dans ces conditions, on comprend le plan de sauvetage annoncé hier par la direction d'Areva. Recentrage des activités, nette réduction des investissements, d'importantes cessions d'actifs à hauteur de 450 millions d'euros. Et ce ne devrait être que la première phase d'une thérapie de choc plus importante encore qui doit permettre à Areva de trouver plusieurs milliards d'euros. Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire part de votre appréciation et de celle du gouvernement sur la situation d'Areva et plus largement sur cette filière française ô combien stratégique du nucléaire? À combien estimez-vous à moyen terme les besoins de financement d'Areva? Envisagez-vous de devoir recourir à la recapitalisation? Enfin, dans l'hypothèse d'une entrée d'EDF au capital d'Areva, fait-elle partie des négociations entre les deux groupes? Enfin, Monsieur le ministre, ma conclusion tranchera peut-être avec l'orateur précédent. Je dois dire que j'apprécie très globalement votre action, et pas seulement parce que vous avez de l'affection pour un département qui m'est cher, à savoir les Hautes-Pyrénées. Merci, mon cher collègue. Pour vous répondre, Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Fortassin, merci pour votre question. Elle est en effet particulièrement importante compte tenu de la sensibilité, en particulier pour les salariés et nombre de territoires, de ce qui a été annoncé hier par le groupe Areva. Alors l'État, le Premier ministre a eu l'occasion de le dire hier, l'État prendra toutes ses responsabilités dans cette affaire, puisque 4,8 milliards de pertes en effet ont été annoncées. Ces pertes ne sont pas des pertes récurrentes, mais largement dues à des opérations ponctuelles ou à des constats de contrats non conclus à l'étranger ou à quelques opérations, à quelques grands investissements qui sont largement connus et qui ont fait l'objet de pertes qu'il fallait provisionner. Donc cette situation financière qui a été annoncée hier, elle impliquera une série de mesures qui doivent être prises dans les prochaines semaines. D'abord, la stratégie du groupe et ces opérations doivent être revues. Et l'État accompagnera la société dans ce travail. C'est avant tout une réorganisation du groupe, un effort sur les achats. Et là où c'est possible, là où l'État, précisément avec la société, aura défini des règles strictes, dans le cadre du dialogue social, des efforts qui pourront être faits sur l'emploi. Et j'insiste sur ce point, à aucun moment, les pouvoirs publics ne laisseront l'emploi être la variable d'ajustement du traitement de la problématique Areva, à aucun moment. Et donc, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté sur le sujet. Toutes les dispositions seront prises pour que les efforts de la société soient des efforts opérationnels, mais qui ne sacrifient pas l'emploi. C'est la volonté du gouvernement. Il y a une pyramide des âges qui est ce qu'elle est, mais il y a des sites productifs qui sont extrêmement importants, un emploi sur les territoires qui est fondamental, des éléments de sûreté nucléaire qui doivent être préservés. Le deuxième axe qui sera encouragé et travaillé, c'est en effet le rapprochement entre Areva et EDF et une nouvelle ambition donnée à la filière nucléaire. La situation que nous connaissons aujourd'hui, elle est largement le fruit d'incohérences qui, par le passé, ont été couvertes par les pouvoirs publics. On a laissé deux groupes publics dysfonctionner, c'est-à-dire ne plus travailler ensemble. Et en particulier, sur le plan commercial, sur le plan de l'approvisionnement, EDF a fait des choix par le passé qui ont nui aux équilibres d'Areva. Ces groupes, on les a laissés ne plus travailler ensemble à l'export pendant trop longtemps. Eh bien, ces comportements seront corrigés et nous leur avons demandé de retravailler ensemble pour redéfinir l'avenir de la filière nucléaire en France et pour la France, parce que cette filière est une filière d'avenir pour le pays. Enfin, à l'export, ce groupe devra aller plus loin, là aussi avec EDF, en particulier en s'attelant au marché chinois, et nous les y aiderons. Merci, Monsieur le Ministre.
La parole est à Madame Aline Archimbaud pour le groupe écologiste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Mesdames et Messieurs les ministres, vous avez présenté mardi la feuille de route du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté, pauvreté qui malheureusement continue à s'intensifier dans notre pays. Le gouvernement s'engage dans de réelles avancées, je m'en félicite, par exemple l'élargissement de la garantie jeune, le renforcement de l'accompagnement, la mise en place de la prime d'activité à condition qu'elle soit aussi accessible aux jeunes. Vous avez tout notre soutien également dans la mise en place de la généralisation du tiers payant. Par ailleurs, un simulateur des droits sera prochainement disponible. Ce dispositif peut certes permettre à des personnes qui ont accès à l'informatique de se renseigner sur leurs droits, mais c'est largement insuffisant pour diminuer l'extrême complexité des démarches administratives, alléger l'extraordinaire parcours du combattant pour ouvrir ses droits, ce qui explique les taux impressionnants et persistants de non-recours à certains dispositifs. En 2011, 35% des personnes éligibles au RSA socle n'y avaient pas, par exemple, pas recours. En 2013, 20% des personnes éligibles légalement à la CMU complémentaire, soit presque 1 million de personnes, n'ont pas ouvert leurs droits. J'ai rendu il y a 1 an et demi à votre prédécesseur Jean-Marc Ayrault un rapport avec des propositions simples pour lutter contre le non-recours, demandant notamment un choc de simplification. Je ne comprends pas, Monsieur le Premier ministre, pourquoi ces propositions sont si peu entendues par le gouvernement depuis 1 an et demi. Je ne peux pas imaginer que l'État compte faire des économies en tablant sur un non-recours aux prestations inscrites dans la loi. Il est impossible de penser qu'on spécule sur le fait que beaucoup, découragés, perdus dans des méandres administratifs, renoncent à accéder à leurs droits. Ce renoncement a fait, entre guillemets, économiser plus de 6 milliards d'euros au budget de l'État, mais ce serait une grave erreur de penser que ces non-dépenses sont des économies. Ce ne sont pas des économies, car les dégâts sanitaires, sociaux engendrent des dépenses bien plus importantes. Ce ne sont pas des économies, car le non-accès aux droits engendre une telle désespérance qu'il brouille les repères républicains et favorise la montée des extrémismes. Pourquoi ne mettez-vous pas en place dès maintenant des mesures de simplification drastiques d'accès aux droits sociaux? Pourquoi, par exemple, refuser dès maintenant de rendre automatique l'attribution de la CMU complémentaire aux bénéficiaires du RSA socle, alors que les plafonds légaux sont strictement les mêmes? Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Pour vous répondre, Madame Laurence Rossignol, secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Madame la Sénatrice, je vous prie d'abord d'excuser Marisol Touraine qui ne pouvait pas être là cet après-midi. Et je vais effectivement répondre à la question et essayer de vous convaincre qu'il n'y a nulle suspicion à entretenir à l'encontre du gouvernement et que le Premier ministre a présenté cette semaine la feuille de route sur le plan pauvreté 2015-2017 et que le gouvernement considère que le non-recours aux droits est une injustice supplémentaire à l'encontre de ceux qui souffrent déjà le plus d'injustice. Et c'est la raison pour laquelle cette feuille de route comporte des mesures fortes et efficaces pour justement limiter le non-recours. La première, c'est le simulateur de droits qui permettra à chacun d'identifier les droits sociaux auxquels il peut prétendre, car trop souvent le non-recours est d'abord lié à l'ignorance de la prestation elle-même. Nous allons en parallèle lancer une vaste campagne de communication sur l'aide à la complémentaire santé, destinée à mieux la faire connaître. En effet, alors même que nous améliorons de manière significative ce dispositif au 1er juillet de cette année, en supprimant les franchises médicales pour ses bénéficiaires, en mettant en place le tiers payant et en sélectionnant les contrats, on constate qu'il reste mal connu. Cette campagne d'information passera notamment par tous les réseaux qui sont en contact avec les publics concernés, caisse de sécurité sociale, caisse d'allocation familiale, centre d'action sociale. Vous posez enfin la question des possibilités d'attribution automatique de certaines prestations. Cette automaticité, Madame la Sénatrice, nous la faisons avancer déjà. Le projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement, par exemple, que vous aurez à examiner les 17, 18, 19 mars prochains, intègre la reconduction automatique de l'ACS pour les bénéficiaires du minimum vieillesse. D'autres automatismes supposeraient de modifier le mode de calcul des prestations elles-mêmes. Le RSA est recalculé tous les 3 mois, avec des entrées et des sorties nombreuses du dispositif, alors que la CMU-C est attribuée pour 1 an. Un lien automatique pourrait créer des complexités nouvelles et nous y veillons. Lutter contre le non-recours, c'est aussi simplifier les prestations. Et le Premier ministre a annoncé mardi une réforme majeure, la création de la prime d'activité qui nous permettra de remplacer 2 prestations complexes, peu lisibles, par une seule prime
unique et simple. Ainsi, son montant sera stabilisé pour 3 mois pour mettre fin aux variations trop fréquentes de prestations qui donnaient lieu à des rappels et des indus incompréhensibles. Vous voyez, Madame la sénatrice, le gouvernement est mobilisé pour lutter contre le non-recours, pour faire progresser la justice sociale. C'est un des enjeux que nous voulons relever et que nous relevons. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame la Présidente Éliane Assassi pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Économie. Le 11 décembre dernier, mon ami Pierre Laurent, vous avez interrogé de manière très précise sur le texte que votre gouvernement a imposé à l'Assemblée nationale par le 49.3, sans parvenir à le faire voter stricto sensu. En réponse, vous lui aviez déclaré avec une certaine violence et un certain mépris, je vous cite, « Je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne sais d'ailleurs pas si vous avez lu le texte qui a été déposé depuis hier en Conseil des ministres. » Alors peut-être allez-vous avoir l'occasion aujourd'hui de reconnaître le bien fondé des propos de Monsieur Laurent et peut-être que finalement, c'est vous, Monsieur le ministre, qui n'aviez pas bien lu alors votre projet de loi. Monsieur Laurent a dénoncé une généralisation du travail de nuit et du dimanche. Vrai ou faux, Monsieur le ministre? Il avait révélé la libéralisation des transports en autocar. Vrai ou faux? Il avait alerté sur la privatisation des aéroports de Nice et de Lyon. Avait-il mal lu comme les 35 000 Niçois qui ont signé contre cette mesure? Vendrez-vous, oui ou non, du capital de nos entreprises de défense? Réfutez-vous toute remise en cause des droits des salariés? Ne vous attaquez-vous pas aux droits de licenciement? Vous régularisez sans doute, mais ne validez pas le principe européen scandaleux du travail détaché. Ces mesures, parmi d'autres, ont coûté votre majorité à l'Assemblée nationale car beaucoup sont conscients de leur caractère dévastateur pour la société française. Alors votre projet de loi a une colonne vertébrale et une vraie cohérence, accroître les marges des profits des actionnaires. Monsieur le ministre, c'est là ma question fondamentale. Comment osez-vous présenter un projet destiné à la relance économique sans présenter la moindre mesure contraignant l'investissement de l'argent des immenses richesses produites vers l'emploi, vers la lutte contre la précarité? Monsieur le ministre, pourquoi n'avez-vous pas proposé la moindre mesure pour contraindre les banques à diriger leurs moyens phénoménaux vers la production industrielle et non pas vers les circuits financiers les plus occultes? Et s'il vous plaît, Monsieur le ministre, ne brandissez pas un discours agressif selon lequel il y aurait d'un côté les modernistes et de l'autre côté des passéistes. Acceptez, Monsieur le ministre, que nous puissions ne pas partager vos recettes libérales et que nous ayons à y opposer de vraies solutions de gauche que nous verserons au débat au Sénat. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Pour vous répondre, Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Madame la Présidente, j'ai pris note de l'ensemble de vos questions, donc je vais tâcher d'y répondre dans le temps qui m'est imparti et nous aurons l'occasion dans le débat d'y revenir parce que je veux quand même insister sur ce point. Le texte qui vous est soumis, il est le fruit de 200 heures de débat, d'un vote sur chacun des articles à l'Assemblée nationale et d'une décision à la fin du gouvernement de prendre le 49.3 comme le prévoit la Ve République et le parlementarisme rationalisé qu'elle a mis en œuvre. Mais en aucun cas il ne s'agit d'un coup de force et en aucun cas, j'ai pu le montrer à l'Assemblée nationale, il y a pour ma part, un refus du débat, et vous avez déjà pu le voir hier dans les premiers échanges que nous avons eus. Oui, l'esprit de ce texte n'est pas de contraindre, il est de redonner des droits, des opportunités, tout en protégeant les salariés. Et je vais essayer d'y revenir dans quelques instants. Et donc, on ne contraint pas l'investissement dans notre économie, mais on peut ouvrir, et pour revenir à votre point sur le financement en particulier, ce texte prévoit la fin du monopole bancaire pour le financement des entreprises, en permettant le financement interentreprises, ce qui est une véritable avancée. Alors, pour revenir à votre question, non, ce texte ne généralise pas le travail de nuit et le travail du dimanche. Le travail en soirée est prévu dans les zones touristiques internationales que j'ai très précisément décrites à l'Assemblée nationale, en étant compensé par le payé double. Et regardez la situation de nombre de nos salariés aujourd'hui qui travaillent de nuit et dites-moi s'ils sont payés double aujourd'hui et vous verrez que dans très peu de cas, c'est la réalité. Ce texte prévoit l'homogénéisation et la compensation systématique pour le travail dominical. Parce qu'aujourd'hui, dans 640 zones touristiques sur notre pays, la loi ne prévoit aucune compensation. Dans nombre d'endroits, les Françaises et les Français travaillent le dimanche sans avoir de compensation.
Eh bien, par ce texte, ils en auront une, puisque ce texte prévoit que l'ouverture sera possible les dimanches en zone commerciale, en zone touristique et dans les villes, là où le maire l'aura décidé, potentiellement jusqu'à 12 dimanches par an. Il y aura un principe de compensation qui sera défini par l'accord. Et sans accord, pas d'ouverture. Donc oui, c'est une avancée qui protégera mieux les salariés. Non, ce texte ne prévoit pas une ouverture à tout crin du transport par autocar. Il prévoit de simplifier le marché et pour le transport privé, l'ouverture de lignes qui est aujourd'hui fermée par nombre de contraintes. Je reviendrai dans le débat sur les licenciements, mais je ne peux laisser dire à ce stade que le droit des licenciements est atteint. J'ai pu hier, de manière détaillée en commission spéciale, répondre à ces questions. Enfin, sur le travail détaché, c'est là aussi l'une des avancées sociales de ce texte importante, puisque nous renforçons les sanctions. Au total, le travail qui a été celui du gouvernement dans ce texte, qui associe l'ensemble de mes collègues, c'est en effet de redonner plus de droits, mais aussi plus de protection. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur René Van Dierendonck pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Mardi matin, nous avons appris avec une grande tristesse le décès de notre collègue Claude Dillin, qui siégeait à cette place, qui a tout au long de son engagement d'élu incarné les valeurs d'égalité et de fraternité de la République. Président de l'association Ville et Banlieue et de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, Claude Dillin était aussi rapporteur ici même au Sénat de la loi du 21 février 2014 portant programmation pour la ville et la cohésion sociale. C'est donc à ce micro qu'il a notamment exprimé à maintes reprises ces questions sur le volet négligé, je le cite, de la politique de la ville, qui était le développement économique. Inlassablement, Claude Dillin a défendu la mobilisation des pouvoirs publics, État d'abord, mais aussi collectivités territoriales, pour orienter et adapter ce qu'il appelait les crédits de droit commun vers le développement des quartiers. Le président de la République, qui lui rendra un hommage à Clichy-sous-Bois samedi, a annoncé récemment, dans une conférence de presse du 5 février dernier, sa volonté de créer une agence nationale pour le développement économique des territoires. Alors ma question est la suivante. Comment cette nouvelle agence va-t-elle s'articuler avec le nouveau droit commun, j'allais dire, de l'intervention économique qui commence à se dessiner dans le cadre de la discussion parlementaire de la loi NOTRe et notamment qui clarifie les attributions de la région et des intercommunalités? Comment ce développement économique sera-t-il créateur d'emplois pour les habitants de ces quartiers à l'heure où confère l'étude de France Stratégie lundi dernier, les discriminations à l'accès à l'emploi ne cessent de progresser? Je sais qu'il y a un important comité interministériel demain. C'est pour ça, Monsieur le Ministre, que je me permets, avec l'ensemble de mes collègues, de vous interpeller sur ces questions. Merci, mon cher collègue. Pour vous répondre, Monsieur Patrick Caner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur René Van Dierendonck, Monsieur Dillin manquera au débat de la Chambre haute. Sachez qu'il manque déjà aux amis auxquels j'avais l'honneur d'appartenir. Le développement économique des quartiers populaires et l'accès à l'emploi de leurs habitants sont deux axes majeurs du prochain comité interministériel pour l'égalité et la citoyenneté que présidera le Premier ministre dès demain après-midi. L'enjeu, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, n'est pas d'en faire plus pour ces quartiers, parce que ces quartiers méritent que l'on fasse cesser les inégalités qui sont en train de les frapper. C'est vrai pour l'entrepreneuriat. L'esprit d'entreprendre des habitants des quartiers populaires est vif, mais il manque d'accompagnement, il manque de financement, il manque de locaux adaptés. L'État mobilise déjà de nombreux moyens, la Caisse des dépôts, BPI France ou les PARECA, mais nous devons être plus efficaces et surtout mieux coordonnés. C'est la volonté
du Président de la République avec la création d'une agence chargée de soutenir l'initiative et le développement économique dans nos quartiers. Cette agence devra incarner cet objectif politique au niveau national, coordonner les acteurs et dispositifs et servir aussi de centre de ressources et d'expertise, ce qui manque beaucoup, ce qu'on appelle l'ingénierie en fait dans les quartiers populaires. Les collectivités seront les premiers partenaires de l'agence. En premier lieu, bien sûr, les régions, les agglomérations qui seront, dans le cadre de la loi NOTRe, renforcées, clarifiées dans leurs prérogatives sur le plan économique, et ces collectivités seront associées dès la phase de préfiguration. Deuxièmement, Monsieur le Sénateur, les inégalités sont encore plus frappantes dans l'accès à l'emploi, en particulier pour les jeunes, et la secrétaire d'État Myriam El Khomri ici peut en témoigner plus que quiconque. Le taux de chômage dans ces quartiers est plus du double de la moyenne nationale. Le gouvernement donc devra agir sur 3 leviers. Le renforcement de la présence des services publics, de l'école jusqu'à Pôle emploi. Ce sera aussi la mobilisation ciblée des dispositifs de l'emploi, emploi aidé, services civiques, apprentissage, mais aussi naturellement la garantie jeune, qui est un élément préfigurant un emploi stable potentiellement pour des jeunes en grande difficulté. Et la lutte contre les discriminations dans l'accès à l'emploi. Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, il nous faut tenir la promesse républicaine, d'abord celle de l'égalité pour toutes et pour tous. C'est le poids qui sera celui que je porterai dans ce ministère. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Loïc Hervé pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Madame la Ministre, dans les plus récentes discussions au Sénat, vous évaluez le coût de la transition énergétique à 10 milliards d'euros sur 3 ans. Il ne fait aucun doute qu'il est de notre responsabilité collective de mobiliser, voire d'exhorter l'ensemble de nos compatriotes et les acteurs économiques à s'engager dans des démarches responsables en matière de préservation de notre environnement. Mais encore faut-il donner tous les moyens d'y parvenir. La Haute Assemblée porte un intérêt manifeste à ce défi. Pour preuve, ce matin, la commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air s'est réunie pour la première fois. Aujourd'hui, par un véritable cri d'alarme, je souhaite évoquer la situation de la vallée de l'Arve en Haute-Savoie, où cette question est d'autant plus prégnante qu'elle se double d'une véritable urgence sanitaire. L'atmosphère, au pied du Mont Blanc, est sujette à une pollution aux particules fines et autres polluants nocifs. 45 jours d'alerte en 2014, 58 en 2013, et ce, avec des taux bien supérieurs à la limite réglementaire européenne, fixée, elle, à 35 jours par an. Dans ce territoire, les effets sur la mortalité sont indéniables et le chiffre de 60 décès par an est parfois avancé. Le plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve a été mis en place depuis février 2012. Les mesures mises en place, avec la limitation de la vitesse sur la 40, l'interdiction de la circulation des poids lourds Euro 3, le fonds Herbois, restent néanmoins insuffisantes à l'échelle du bassin de vie. Madame la Ministre, les mesures à prendre sont parfaitement connues. Elles concernent principalement la rénovation énergétique de l'habitat, le développement et le renforcement du transport en commun et les mesures d'accompagnement au niveau des entreprises industrielles. À titre d'exemple, les collectivités de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc se sont déjà mobilisées et se sont fédérées autour d'un plan anti-pollution portant sur 35 mesures. Compte tenu de la situation d'urgence sanitaire dans ce territoire de montagne, quelles actions complémentaires, immédiates et de plus long terme envisagez-vous de prendre pour endiguer cette crise sanitaire? Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Pour vous répondre, Monsieur Alain Vidalis, secrétaire d'État chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les sénateurs, en effet, Monsieur le Sénateur, la vallée de l'Arve subit des concentrations importantes de pollution atmosphérique. C'est la zone de la région Rhône-Alpes qui a connu le plus de jours d'activation du dispositif préfectoral d'alerte pollution ces dernières années. Vous l'avez rappelé, un plan de protection de l'air a été approuvé en février 2012 et porte ses efforts sur les 3 principaux émetteurs de cette pollution qui sont, je le rappelle, le secteur résidentiel pour 61% des particules, le secteur des transports
et le secteur industriel pour 12%, 23% pour les transports. Des mesures ont été déjà mises en œuvre. Un fonds Air-Bois financé par l'ADEME et les collectivités locales, avec 1 000 € sont versés aux particuliers pour leur remplacement de leur ancien appareil de chauffage au bois. Le 1000e contrat a été signé il y a quelques jours. La réduction de la vitesse de circulation en période hivernale. En cas de pic de pollution, l'interdiction de circulation des poids lourds les plus polluants dans les tunnels du Mont-Blanc, la vallée de l'Arve, les vallées de Maurienne tarentaise et dans les zones urbaines des Pays de Savoie, et la fixation de valeurs limites pour les poussières émises par les installations de combustion, ainsi que l'interdiction de brûlage des résidus des cultures et des déchets verts. Par ailleurs, les habitants de la vallée de l'Arve peuvent bénéficier des nouvelles aides pour la transition énergétique, le crédit d'impôt de 30% et les aides de l'ANA pour la réalisation des travaux de performance énergétique, les aides de l'ADEME et les prêts verts de la Banque publique d'investissement, les prêts à long terme de la Caisse des dépôts pour aider les collectivités. D'ailleurs, les projets de territoire de Chamonix et d'Annecy ont été primés à l'appel à projet territoire à énergie positive et leurs actions seront financées dans ce cadre. Et vous avez eu raison d'évoquer des projets structurants à long terme, y compris des projets qui s'appuieront sur ce qu'est la volonté du gouvernement, c'est-à-dire d'organiser le report modal qui permettra effectivement de venir compenser cette situation qui aujourd'hui est très préoccupante. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Brigitte Micouleau pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, ma chère ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Après une nouvelle journée nationale d'action des zadistes qui est annoncée ce samedi, je souhaite témoigner de l'exaspération et de la colère grandissante d'une très large majorité de nos concitoyens à l'égard de ces manifestations. Des manifestations qui, comme cela a été une nouvelle fois le cas le samedi 21 février à Toulouse, à Nantes et en ce moment à Roibon, donnent quasi systématiquement lieu à des débordements inacceptables. En effet, aux insultes et violences à l'égard des forces de l'ordre, notons qu'il y a plus d'une dizaine de gendarmes et de policiers blessés, viennent presque toujours s'ajouter destruction, dégradation de véhicules, de mobilier urbain, de commerce par des bandes organisées de casseurs. Pour la seule journée du 21 février, la manifestation anti-Civenne qui s'est déroulée à Toulouse avec l'autorisation du préfet de la Haute-Garonne, il y a plus de 200 000 € de dégâts rien qu'en bris de verre. Même si les compagnies d'assurance et l'État vont prendre en charge toutes ces dégradations commises, il n'en demeure pas moins que le prix à payer par les commerçants violemment attaqués reste conséquent. Ils sont inquiets pour l'augmentation inévitable de leurs primes d'assurance dans les prochaines années. Ils s'interrogent sur les pertes de chiffre d'affaires causées par les manifestations à répétition. Celle du 21 février était, je vous le rappelle, la 5e en 3 mois. Les 4 premières manifestations, juste avant les fêtes de fin d'année, ont déjà entraîné une baisse d'activité de 50%, donc du chiffre d'affaires. Et enfin, n'oublions pas que le préjudice moral lié à la destruction de leur outil de travail et au traumatisme de leur agression. Monsieur le ministre, la détresse des commerçants est telle que certains d'entre eux n'hésitent plus à évoquer dans une lettre ouverte au préfet de la Haute-Garonne la possibilité de se défendre eux-mêmes. Aussi, vu le contexte actuel, je vous demande, Monsieur le ministre, de bien vouloir préciser les directives que le gouvernement entend adresser au préfet concernant d'éventuelles demandes de manifestations, nouvelles manifestations de zadistes. Par ailleurs, et alors que la justice a ordonné le 16 février dernier l'expulsion des zadistes du site de Sivens, pouvez-vous également nous dire à quelle date le préfet du Tarn décidera de faire enfin appliquer cette décision? Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Pour vous répondre, Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Madame la sénatrice, je partage en beaucoup de points les interrogations que vous formulez. Je vais y apporter des réponses extrêmement précises. D'abord, on ne peut, dans la République, n'avoir qu'une position, et une seule. C'est celle du respect du droit. À tout moment,
et en toutes circonstances. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de se retrouver par-delà ce que nous pouvons penser les uns et les autres dans la République si nous n'avons pas en partage la volonté de faire en sorte qu'en toutes circonstances, le droit voté par le souverain, c'est-à-dire qui est l'expression de la volonté du peuple, puisse à tout moment être respecté. Donc je veux dire avec la plus grande clarté que je ne tolérerai pas que des exactions aient lieu pouvant être le fait d'une minorité, non pas de manifestants républicains, mais de casseurs qui doivent être désignés pour ce qu'ils sont, sans qu'à un moment ou à un autre, le droit passe. Pour ce qui s'est passé à Toulouse, mais aussi à Nantes, il y a eu, vous l'avez dit, et les chiffres sont exacts, 15 policiers et gendarmes blessés, dont certains durement. C'est inacceptable que de voir des forces de l'ordre, dont on a vu à l'occasion d'une période récente, à quel point elles se sont exposées pour assurer la sécurité des Français dans un contexte tragique, de les voir ainsi soumises à des violences dans un contexte qui ne justifiait en rien que de telles violences aient lieu. Donc les violences, elles n'ont pas été à Toulouse ni à Nantes policières. La police a protégé des biens et des personnes de violences émanant d'une poignée de casseurs. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la liberté de manifestation, nous l'avons tous souhaité, elle est libre en France. Et quand on interdit une manifestation, il faut être sûr qu'on ne sera pas cassé devant le juge administratif. Vous me posez la question de savoir quelles sont les instructions que j'ai données. Les instructions que j'ai données, c'est que lorsque les manifestations sont déclarées, elles ne soient interdites que dans des cas très rares, où il y a des risques graves de troubles à l'ordre public sur les biens et les personnes. Compte tenu de ce qui s'est passé à Toulouse et à Nantes, je n'autoriserai pas d'autres manifestations organisées par les mêmes acteurs présentant le même type de risque. Et je dois vous dire qu'une manifestation est annoncée demain à Albi, au moment où le Conseil général du Tarn délibérera. J'ai pris, compte tenu des risques graves auxquels s'exposeraient les manifestants pour leur intégrité physique compte tenu du climat de violence, j'ai donné instruction au préfet que cette manifestation ne soit pas autorisée, et je le dis clairement, devant la représentation nationale pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Enfin, vous me dites, est-ce que les décisions de justice seront appliquées? Nous sommes aujourd'hui à Sivins. C'est le sens du communiqué que j'ai publié tout à l'heure. Dans un souci d'apaisement, j'ai demandé au préfet de dialoguer avec l'ensemble des parties pour qu'il n'y ait pas de violence. Il fait ça en permanence, sans trêve ni pause. De la même manière, les forces de l'ordre s'interposent entre des manifestants violents qui veulent en découdre, avec des risques de violence pouvant aboutir à des drames. Donc les forces de l'ordre s'interposent et font en sorte que aucune violence n'advienne. Quant aux décisions de justice, je le dis solennellement devant votre Assemblée, elles seront appliquées. Parce que la justice, lorsqu'elle passe, a vocation à être suivie des faits par l'application des décisions qu'elle a prises. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Maurice Vincent pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les ministres, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Nos compatriotes sont aujourd'hui extrêmement préoccupés par l'augmentation rapide du nombre de travailleurs détachés en France, estimé à 300 000 environ. Si la liberté de circulation constitue un des piliers de la construction européenne à laquelle nous sommes tous très attachés, elle ne doit pas conduire sur le terrain à la mise en concurrence des travailleurs européens et à une situation de dumping social. Malheureusement, cela se traduit sur tout notre territoire par des pratiques à la fois illégales et indignes dans des secteurs aussi variés que le bâtiment et les travaux publics, les transports, l'agriculture ou la sécurité privée, par exemple. Monsieur le ministre, la France a joué un rôle moteur pour promouvoir une meilleure régulation européenne fondée sur l'obligation pour chaque État membre de mettre en place une responsabilité du donneur d'ordre en cas de fraude au détachement des travailleurs. Concrètement, l'adoption l'été dernier de la proposition de loi de Gilles Savary nous a permis de transposer dans le droit français un arsenal judiciaire efficace pour lutter contre ces fraudes. Et je me réjouis également que de nouveaux dispositifs soient proposés dans la loi Activité, croissance et égalité des chances, en particulier dans le secteur des transports, sur laquelle le Sénat aura prochainement à se prononcer. Mais, Monsieur le Ministre, nos compatriotes restent inquiets sur ces questions. Comment le gouvernement entend-il répondre à ces inquiétudes
mettre en place un contrôle exigeant et étendu de ces pratiques et sanctionner les fraudes au détachement de travailleurs dans notre pays. Merci, mon cher collègue. Pour vous répondre, Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Maurice Vincent, vous connaissez la détermination du gouvernement à lutter contre les pratiques abusives en matière de détachement. Cela a été rappelé par le Premier ministre lors du Conseil national de lutte contre le travail illégal, d'ailleurs en février, mois de février. Le gouvernement, vous l'avez dit, s'est engagé fortement, d'abord au niveau européen en 2013, et puis en 2014 en transposant à travers la PPL Savary très rapidement la responsabilité du donneur d'ordre. Cette disposition a d'ailleurs été adoptée ici même au Sénat. Mais il faut amplifier l'action et traduire, je crois, les sanctions dans les faits. C'est pourquoi, dans le projet de loi croissance-activité, figurent 3 dispositions qui, je le pense, sont des mesures très importantes pour lutter contre le travail illégal. Premièrement, l'augmentation de l'amende administrative qui passera ainsi de 10 000 € à 500 000 €. Deuxièmement, la possibilité pour l'autorité administrative, et c'est très important, de suspendre une prestation internationale, de service international, en cas de fraude manifeste. Enfin, troisièmement, et j'y tenais personnellement, la généralisation d'une carte professionnelle obligatoire voulue par la Fédération du bâtiment. Vous le voyez, il y a là une large mobilisation qui, je n'en doute pas, sera soutenue par le Sénat. Mais il faut encore agir. Et c'est pourquoi les contrôles seront considérablement renforcés en 2015. 30 000 contrôles conjoints avec l'URSSAF seront opérés, notamment dans les secteurs prioritaires, avec une action ciblée sur 500 grands chantiers qui ont été présentés et clairement identifiés. De plus, j'ai veillé à une nouvelle organisation de l'inspection du travail pour accentuer les contrôles. J'ai créé donc un groupe national chargé des affaires les plus sensibles, avec sa déclinaison des unités territoriales de lutte contre le travail illégal présentes dans toutes les régions. Vous le voyez, Monsieur le sénateur, le gouvernement s'est totalement engagé dans la lutte contre le travail détaché illégal. Il le fait pour 2 raisons essentielles. D'abord parce qu'il faut protéger les salariés qui sont ou qui peuvent être employés dans des conditions indignes. Et puis il le fait pour protéger les entreprises qui sont elles-mêmes victimes du dumping social. Et donc, pour tout cela et à travers toutes ces actions, nous agissons ensemble pour l'emploi. Merci. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Panunzi pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, mon cher collègue. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, concernant l'avenir énergétique de la Corse. Face à l'inquiétude grandissante des habitants de la Corse, le député Laurent Marcangeli a récemment interpellé le gouvernement sur le devenir de la centrale de production d'électricité d'Ajaccio et sur l'état d'avancement du projet d'alimentation de l'île en gaz naturel. En réponse, le gouvernement s'est engagé à alimenter la Corse en gaz naturel pour approvisionner la nouvelle centrale thermique de Luciane et il s'est déclaré favorable à ce que le nouvel équipement industriel d'Ajaccio fonctionne au fioul léger en attendant l'arrivée du gaz. Considérant l'urgence de la situation et les nouvelles voies offertes par le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, je vous demande de lancer sans délai les travaux d'évaluation des besoins et de programmation des capacités énergétiques de la Corse. Sur commande de votre part, le président de la collectivité territoriale de Corse et le préfet de région pourraient élaborer conjointement, dans le cadre d'un comité stratégique regroupant les opérateurs et intercommunalités concernées, une programmation pluriannuelle de l'énergie qui serait soumise à l'approbation de la collectivité territoriale de la Corse, puis fixée par décret avant le mois de juin 2015. Cette programmation devra acter de façon définitive les préalables indispensables au lancement de ces projets permettant de mettre la Corse à l'abri d'une nouvelle crise énergétique qui sont au nombre de 5. Premièrement, la décision de l'arrivée du gaz naturel en Corse. Deuxièmement, une commande à EDF d'un nouvel équipement de production d'électricité à Ajaccio,
fonctionnant dans un premier temps au fioul domestique, en attendant l'arrivée du gaz naturel afin de sécuriser au plus vite l'équilibre du système électrique. Troisièmement, la désignation par l'État sur le territoire du pays ajaccien d'un emplacement répondant aux critères définis par le gestionnaire du système électrique pour construire et exploiter un nouvel équipement industriel. Quatrièmement, la couverture des frais d'études et des éventuels coûts échoués des opérateurs engagés dans la définition et la mise en œuvre du chemin industriel. Cinquièmement, et pour finir, la clarification du rôle des opérateurs industriels dans le schéma d'approvisionnement en gaz naturel de l'île. Madame la ministre, la Corse attend depuis trop longtemps les décisions qui s'imposent. Nous ne voulons pas exposer les Corses à une nouvelle crise énergétique comparable à celle vécue en 2005. Merci, mon cher collègue. Pour vous répondre, Monsieur Alain Vidalis, secrétaire d'État chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Merci, Madame la Présidente. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, les territoires insulaires sont au cœur de la transition énergétique et Ségolène Royal a voulu que l'appel à projets concerne toutes les îles pour qu'elles deviennent des territoires à énergie positive pour la croissance verte. Et la Corse s'investit déjà dans cette démarche. La communauté d'agglomération de Bastia et la communauté d'agglomération des pays ajaciens sont lauréats de cet appel à projets. Mais l'île doit encore accélérer sa transition par les économies d'énergie, par les transports propres et par le développement des énergies renouvelables. Vous demandez un lancement rapide des travaux d'évaluation des besoins et de programmation des capacités énergétiques de la Corse. C'est une demande qui a aussi été faite par Paul Jacob, président du Conseil exécutif de Corse, et la vice-présidente, Madame Guti-Zetchel. Les débats au Sénat sur les projets de loi de transition énergétique ont permis à la Corse de se doter d'une programmation pluriannuelle de l'énergie spécifique, comme c'est le cas pour les autres territoires insulaires. Le gouvernement est favorable à ce que les travaux d'élaboration de cette programmation en Corse soient lancés rapidement, en anticipation du vote de la loi et en étroite collaboration avec la collectivité territoriale de Corse. Ce sera l'occasion de traiter tous les sujets que vous mentionnez. Le gouvernement est notamment attentif à la sécurité d'approvisionnement de l'île et s'est engagé à alimenter la Corse en gaz naturel pour approvisionner les centrales thermiques rénovées. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, l'option retenue combine la création d'une barge de GNL au large de Bastia et d'une canalisation reliant Bastia à Ajaccio. C'est un engagement que Ségolène Royal a déjà eu l'occasion de confirmer à Paul Jacob et à Madame Guti-Zetchel, qui porte largement ce projet au niveau local. Le projet a connu des ralentissements. Pour lever les blocages et accélérer sa mise en œuvre, l'article 64 de la loi de transition énergétique, voté conforme par le Sénat, apporte une solution au financement des études. Enfin, le gouvernement partage la nécessité d'une nouvelle centrale en pays ajacien, projet qu'il faut découpler du calendrier d'approvisionnement en gaz de l'île, mais qui doit être conçu pour pouvoir fonctionner à terme au gaz naturel. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Henri Cabanel pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, ma question s'adresse à Madame la Ministre Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Tout d'abord, Madame la Ministre, je voudrais vous témoigner mon soutien après les attaques ignobles dont vous avez été la cible ces derniers jours. Ces propos indignes de la part d'un parlementaire ne font qu'amplifier la défiance que peuvent parfois exprimer les citoyens envers les élus et c'est dommage. Après les tragiques événements de janvier dernier, j'ai souhaité rencontrer très rapidement les directions des syndicats de surveillants des deux établissements pénitentiaires de mon département de l'Hérault, Villeneuve-les-Maguelones et Béziers, dans un contexte de débat autour de la montée du radicalisme religieux dans les prisons. Mon but était d'obtenir une idée très concrète de l'univers carcéral. Il y a parfois le sentiment chez certains que les prisons sont totalement ouvertes sur l'extérieur. Ce n'était évidemment pas le cas, mais syndicats et directions m'ont exprimé les difficultés rencontrées quotidiennement dans leurs missions difficiles. Pour améliorer encore la lutte contre l'introduction d'objets illicites, véritable fléau, qui fragilise la sécurité en milieu carcéral, beaucoup prônent la généralisation du système déjà existant, brouilleurs pour les portables, filés au-dessus des cours de promenade, etc. Je sais
Madame la ministre, votre implication dans le développement de ces solutions. Ces moyens techniques apporteront une réponse partielle aux incidents. Ils sous-entendent des investissements importants dans un budget d'État très contraint, mais ils ne pourront pas pallier à tous les problèmes. En effet, direction et représentants des syndicats, tous s'accordent à dire que, quelles que soient les évolutions des moyens techniques, la base de l'univers pénitentiaire, c'est le surveillant. Il faut donc le replacer au cœur du dispositif, alors même que la situation actuelle dans les établissements de l'Hérault est de 1 surveillant au contact de la population carcérale pour 80 prisonniers. Quelle réponse pouvons-nous apporter aux surveillants au sujet de leur souhait de connaissance de la culture et de la religion musulmane? Comment les aider face à la barrière de la langue? Les surveillants rencontrés pointent du doigt l'absence de formation sur les thèmes, sur les catégories C. Quels outils leur apporter pour qu'ils puissent, dans leur mission d'observation, détecter les signes de radicalisme sans pour autant focaliser ou générer des relations tendues avec les prisonniers? D'autre part, à l'heure où vous réfléchissez à un projet d'indemnisation des aumôniers, ne pourrait-on pas croiser cette professionnalisation des aumôniers avec cette nécessité de formation des surveillants? Les aumôniers, dans le cadre de leur mission, pourraient ainsi communiquer leur savoir de façon pédagogique au personnel pénitentiaire. Merci, mon cher collègue. La parole pour vous répondre à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Henri Cabanel. Merci pour vos paroles de soutien et merci d'une façon générale à toutes celles et tous ceux qui m'ont exprimé leur soutien ces derniers jours. Malheureusement, il est à craindre que l'occasion se présente à nouveau. Je vous remercie pour l'effort que vous avez fait de vous rendre dans 2 établissements pénitentiaires. Je souhaite de façon régulière que les parlementaires utilisent ces dispositions de la loi de juin 2000 qui leur permet de se présenter en établissement pénitentiaire, y compris de façon inopinée. Les prisons étant une institution républicaine, il est bon que les représentants du peuple se rendent dans ces établissements et témoignent de leur fonctionnement. Vous avez raison de dire que les réponses techniques ne sont pas suffisantes. Elles ne sont que des auxiliaires à l'action humaine. J'ai décidé un plan de sécurisation des établissements pénitentiaires en juin 2013. Ce plan de 33 millions d'euros a permis d'équiper de nombreux établissements en portique de détection, en magnétomètre, en filet anti-protection, mais je n'ai jamais concentré exclusivement nos efforts sur la technique. La technique est passive. Ce qui est important, c'est la capacité des personnels, effectivement, à faire face à une situation qui évolue. Cette situation qui évolue, nous l'avons prise en charge très tôt et très au sérieux. Par exemple, en 2014, 1500 agents pénitentiaires ont été formés en formation initiale, parmi eux 1200 surveillants, plus 400 agents en formation continue, dans une formation initiale et continue dans laquelle nous avons veillé à inclure des modules sur la laïcité, les institutions républicaines, sur l'approche des religions et sur la lutte contre la radicalisation violente. Ces formations vont encore s'améliorer puisque, à partir de l'été 2015, la totalité des personnels de 26 établissements sensibles seront formés sur des modules supplémentaires qui concernent encore la lutte contre la radicalisation violente, mais aussi contre le prosélytisme et contre l'emprise sectaire. Nous avons constaté qu'il y avait des pratiques de dissimulation de comportement. Les critères qui nous permettaient d'identifier les détenus radicalisés disparaissent parce qu'eux-mêmes les dissimulent. Donc, depuis l'été 2004, j'ai lancé un appel d'offres pour des recherches-actions. Nous travaillons avec des universitaires de façon à nous aider à détecter les nouveaux critères d'identification et à mettre en place des processus de prise en charge, d'identification, de séparation lorsque nécessaire ou de déradicalisation. C'est une action que nous continuons avec les aumôniers que nous formons et nous formons les aumôniers sur une base œcuménique parce que ce qui est intéressant, c'est que tous les aumôniers nationaux sont impliqués dans ce travail de formation, de détection de la radicalisation violente et de diffusion des principes de laïcité des institutions républicaines. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Mireille Jouve pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Monsieur le ministre, le groupe pharmaceutique Sanofi est venu rappeler
comment peut parfois fonctionner le capitalisme. Le conseil d'administration du groupe a offert à son nouveau directeur général, Olivier Brandicourt, dont il ne s'agit pas ici de nier les compétences, une indemnité brute de 2 millions d'euros à son arrivée. Et s'est engagée à verser la même somme en janvier 2016, s'il est toujours en poste. Monsieur le ministre, vous avez soutenu à l'Assemblée nationale l'amendement visant à soumettre les retraites chapeau des dirigeants d'entreprise à la performance de celles-ci. Quid des indemnités d'arrivée? Quelle performance a accompli M. Brandicourt pour toucher 2 millions d'euros de primes de signature, sinon celle de venir? Quelle performance aura-t-il accompli en janvier 2016, où il touchera 2 millions supplémentaires, sinon celle de rester? D'autant que 6 millions d'euros en actions gratuites lui sont déjà promis s'il atteint certains objectifs sur 3 ans. Non, il n'y a décidément aucune prime au mérite dans ce bonus, seulement une tendance regrettable à favoriser avant tout l'appât du gain. Et cette tendance ne fait que se renforcer chez Sanofi, puisque la société qui a réalisé 6 milliards d'euros de bénéfices en 2013 a reversé la moitié à ses actionnaires. Dans le même temps, le groupe n'était pas aussi généreux avec ses salariés. Depuis 2009, Sanofi a supprimé près de 4000 postes, notamment dans le secteur de la recherche. Sans parler d'un projet de la suppression de 1800 postes supplémentaires révélé mardi soir dans un magazine d'enquête sur France 2. Aujourd'hui, les syndicats s'interrogent sur la stratégie du groupe pour l'avenir de ce secteur, pourtant gage d'innovation. Et ils n'ont pas tort, tant on observe que les bénéfices viennent davantage rassurer les actionnaires à court terme plutôt que servir les investissements du groupe à long terme. Or, Sanofi a touché 136 millions d'euros d'aide publique de l'État, notamment pour la recherche. Et même s'il ne réalise que 8% de son chiffre d'affaires en France, les bénéfices en question sont financés par la sécurité sociale. Alors oui, Monsieur le Ministre, Sanofi est un groupe mondialisé sur lequel l'État n'a que peu de poids. Oui, le groupe exporte pour 5,8 milliards d'euros, favorisant ainsi la balance commerciale. Mais à un moment où l'État réduit ses dotations aux collectivités territoriales, où le gouvernement ne cesse de demander des efforts à nos concitoyens, où la crise prévaut partout, que doit-on dire aux 27 500 salariés de Sanofi? Qu'il leur faut accepter ce bonus, car il relève au fond du capitalisme ordinaire, que sinon Sanofi ira implanter son siège ailleurs. Comment se résoudre à cette issue? Merci, ma chère collègue. Pour vous répondre, Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Madame la sénatrice, la question que vous soulevez est multiple et particulièrement complexe, et vous avez raison de souligner tout particulièrement le caractère choquant de rémunérations qui sont aujourd'hui versées, en particulier dans le contexte qui est celui de la société Sanofi et des restructurations dont elle a fait l'objet. En même temps, force est de constater, et votre question qui était équilibrée l'a montré, que c'est un champion français qui s'est construit sur notre territoire, qui est dans la compétition mondiale, dont 90% aujourd'hui du chiffre d'affaires se fait à l'international et qui devait recruter un dirigeant de la meilleure qualité. Et donc, il y a eu un processus de sélection qui a été fait, qui a permis d'ailleurs, j'insiste sur ce point, de faire revenir un dirigeant français qui avait décidé de travailler pour un groupe étranger et qui a fait le choix de revenir travailler dans un groupe français. Alors, dans ce contexte-là, l'État a été constamment extrêmement vigilant, même exigeant à l'égard du groupe Sanofi dans les restructurations qui étaient les siennes. L'État a d'ailleurs fait pression sur la direction précédente et le directeur général qui a été ensuite démis de ses fonctions pour que des choix stratégiques en termes de ressources et de recherche et développement, comme en termes d'implantation du siège, ne soient pas prises. Donc nous avons pris sur ce sujet toutes nos responsabilités à chaque fois que nous avons été alertés. En même temps, aujourd'hui, quelle est la situation exacte que vous citez? C'est qu'en fait, pour recruter ce dirigeant, le groupe Sanofi a dû compenser des avantages acquis dans le cadre d'un système de retraite chapeau dans un autre groupe. Et il en est en fait des dirigeants de groupes pharmaceutiques, industrie qui, je dois le dire, a fait partie des quelques secteurs qui ont largement dérivé dans la mondialisation et dont la rémunération des dirigeants a été complètement décorrélée, en effet, de la réalité sociale et économique qui est la nôtre à d'autres égards, comme c'est le cas dans d'autres secteurs. Et on voit exactement la même situation se faire dans le secteur financier, dans le secteur sportif, et c'est exactement les mêmes mécanismes qu'on voit aujourd'hui en application. Alors,
face à cette situation, c'est la responsabilité à laquelle il faut appeler chacune et chacun, sans pour autant simplifier à l'extrême les situations, parce qu'il ne faut pas rapprocher ces chiffres des licenciements qui sont décidés, des versements qui sont faits dans le cadre en particulier du CIR, par l'État à cette entreprise. Ça, c'est dans les choix au quotidien qui sont faits par l'entreprise, en termes d'implantation, en termes de recherche et développement, que nous devons avoir cette exigence. Par contre, nous devons aujourd'hui appliquer cette responsabilité à plusieurs égards. Nous l'avons fait dans les entreprises publiques. La décision qui a été celle de l'État a été de plafonner la rémunération des dirigeants. Nous avons renforcé le code AFEP-MEDEF pour être plus exigeant en termes de rémunération des dirigeants et en termes d'octroi en particulier de retraite chapeau. Surtout dans le projet de loi qui viendra en discussion devant vous à partir du 7 avril prochain, il y a des dispositions qui contraignent l'octroi de retraite chapeau. Parce que dans le cas que vous citez, on compense une retraite chapeau qui a été accumulée. Eh bien, à partir du moment où la loi sera votée, il ne sera plus possible d'avoir des mécanismes de retraite chapeau déconnectés de la performance, déconnectés précisément de ce que les dirigeants font dans l'entreprise. C'est cette moralisation vers laquelle nous devons aller, c'est cet esprit de responsabilité collective à tous égards, sans simplification, vers lequel nous devons aller. Merci, Monsieur le Ministre. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous en avons fini avec les questions d'actualité au gouvernement. En application de l'article 45, alinéa 2 de la Constitution, le gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l'examen du projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro... Voilà donc pour cette séance des questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne. On se retrouve tout de suite avec nos invités pour refaire ensemble la séance.